Alors, bonjour à toutes et à tous. Déjà, est-ce que tout le monde nous entend bien là parmi les participants qui sont connectés? Faites-nous un petit coucou. Ouais, ça fonctionne. Super. Petit test de vérification. Donc, je suis ravi de vous accueillir pour ce premier webinaire de la semaine de la transformation digitale RH. Ce matin, on reçoit la société Witifit autour d'un sujet qui est un sujet d'actualité autour des nouvelles organisations de travail post-Covid. On reçoit deux intervenants. On reçoit Bruno Metling de la société Topix, que je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bruno Metling. J'ai créé Topix il y a à peu près 2 ans avec un parcours de dirigeant et notamment de DRH. J'ai conduit la transformation de pas mal d'ensembles, qu'il s'agisse des caisses d'épargne à la fin des années 2000 ou plus récemment la transformation d'Orange dans le cadre de la crise sociale. Et j'ai créé Topix il y a à peu près 2 ans autour de ces enjeux de la transformation numérique et de leur impact sur le travail. Et puis Thomas Cornet de Witifit. Thomas. Oui, bonjour à tous. Donc Thomas Cornet, je suis un des deux cofondateurs de la plateforme Witifit. Et notre métier, c'est d'accompagner aujourd'hui digitalement un certain nombre de clients. Vous verrez à peu près une quarantaine de clients, 80 000 utilisateurs autour des sujets d'engagement, qualité du lieu de travail et bien sûr de transformation, puisque c'est vraiment le sujet du moment. Alors, on peut rapidement quand même revenir rapidement sur Witifit. Tu parles de tes clients, on peut rapidement faire un zoom. Tu peux en parler 30 secondes avant qu'on démarre. Quelques éléments. Donc, on a aujourd'hui plutôt des gros clients, on va dire grosses PME, ETI, voire grands comptes, sur lesquels on a depuis maintenant quasiment 5 ans un accompagnement quotidien autour de certains enjeux RH. Mais on va le détailler tout à l'heure, mais démarrer aujourd'hui sur la partie qualité de vie au travail, engagement et risques psychosociaux, et qui se sont transformés depuis maintenant 1 an et plus autour des enjeux de transformation et d'accompagnement des collaborateurs dans les différents projets fondateurs et fondamentaux de nos clients. Et on a monté cette société il y a 6 ans maintenant en partenariat public-privé avec un CHU pour toujours donner le meilleur de la science au travers de la plateforme. Ça marche. Alors Charles, Charles, n'importe quoi, Thomas, on va démarrer ce webinaire avec une première question. Là, les entreprises ont vécu une période extrêmement compliquée avec des fermetures, du confinement, du télétravail, etc. Donc ça a déclenché un certain nombre de transformations dans les organisations. Ça les a fait bouger, ça a accéléré certaines prises de décision, certaines positions des entreprises. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton avis et ton ressenti? Alors oui, parce que on accompagne justement nos clients par rapport à ça, et on voit bien que ce virus en fait n'arrête pas de nous surprendre. Il est arrivé de manière complètement sans prévenir, ou en tout cas personne n'a prêté attention à son arrivée. Et tout le monde connaît le scénario, c'est qu'aux alentours du 16 mars, tout le monde s'est retrouvé confiné chez soi. On a entendu cette période qui était assez compliquée à vivre, avec une adaptation qu'il a fallu avoir, une agilité dans son organisation assez rapide, d'ailleurs, que les entreprises ont eu. Et puis il y a eu ce déconfinement, avec cette confiance aussi qu'on disait après le déconfinement et après l'été, le virus serait moins virulent, il n'y aurait pas forcément de seconde vague, il y avait plusieurs sujets qui tournaient autour de ça. Et puis on voit bien que finalement ce virus, et ce message est complètement apolitique, il faut bien vivre avec. C'est aujourd'hui une composante intrinsèque de notre environnement et de travail et au quotidien. Et il a fallu non pas maintenir une réorganisation, mais travailler sur le fond et avoir un certain nombre d'éléments, parce que on a constaté que des sociétés sont tombées. D'autres, en même proportion, ont complètement boosté leur activité parce que c'était des sujets du moment et parce que ça faisait partie justement
nouveaux besoins, des nouvelles attentes, hein, tout secteur confondu. Et puis, il y a ce ventre mou d'entreprise aujourd'hui très large, quelle que soit sa taille, d'ailleurs, quel que soit son secteur, qui aujourd'hui essaie de se maintenir, voire de surnager, de survivre par rapport à un certain nombre d'éléments. Et le constat commun par rapport à ça, c'est que on a aujourd'hui pas mal d'éléments autour de perte de temps, perte de lien et perte de sens. Alors, si j'y reviens par rapport à ça, c'est que cette perte de temps aujourd'hui, on voit qu'on est tous chamboulés et que nos projets internes, externes sont ralentis par rapport justement à ce sujet-là. Il faut qu'on puisse réadapter notre organisation du travail qui est aujourd'hui complètement à géométrie variable. Il y a ceux qui télétravaillent, ceux qui ne télétravaillent pas, ceux dont le métier s'y prête, ceux qui ne s'y prêtent pas en termes de personnes. Et ces éléments sont aujourd'hui éminemment compliqués à faire vivre au quotidien et créent un certain nombre de dysfonctions. On a aussi une perte, dans la perte de temps, on a aussi bien évidemment des impacts financiers, des impacts économiques qui font qu'aujourd'hui, la DS trésorerie, on veut tous la louer et c'est celle qui va nous maintenir aujourd'hui le plus possible dans cette période très, très incertaine. Ce qui crée aussi, pour le coup, avec cette géométrie variable, un certain nombre de pertes de liens avec cette notion, est-ce que je me sens ou pas dans mon entreprise? Est-ce que je suis soumis ou pas à l'activité partielle? Est-ce que je fais toujours partie d'un corps social? Est-ce qu'aujourd'hui, je m'engage par rapport à ça parce qu'on est vraiment dans un coup artistique? Et puis, cette dernière perte, cette perte de sens. Et sur cette perte de sens, je vais faire référence à une étude qu'on a fait avec l'IFOP, qu'on pensait vraiment temporaire finalement avec le déconfinement et qui aujourd'hui s'avère toujours aussi exact. Et il y a deux éléments forts que je vais reprendre par rapport à ça. Le premier, c'est une notion où le sens au travail a changé. C'est-à-dire que finalement, avec ce confinement qu'on a eu, pas toujours agréable, pas toujours facile, avec les enfants, sans les enfants, dans des petits locaux, dans des grands locaux et ainsi de suite, eh bien cette notion-là nous a fait prendre un certain nombre de recul et vivre le travail différemment, avec des côtés positifs, des côtés négatifs. Moins d'interruptions, plus de mise à disposition, en même temps de l'autre côté un télétravail assez compliqué à vivre avec une montée de charge, etc. Et puis il y a cette notion autour du télétravail qui perdure avec une question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le télétravail finalement est la réponse ou pas? Est-ce que ça correspond à un certain nombre de choses ou pas? Est-ce que ça va améliorer mon sens au travail ou non? Et le deuxième élément qui a été pris en compte, c'est cette notion de bien-être au travail, de qualité de vie au travail, avec cet indicateur qui était, je trouve, très intéressant par l'IFOP, c'est qu'il y a moins d'un an, 51% des personnes interrogées accordaient de l'importance à cette qualité de vie au travail. Et aujourd'hui, on en est à près de 85%. Ce qui veut dire que c'est un élément fondamental qui aujourd'hui nous touche. Pour ceux qui nous connaissent, on ne va pas toucher les notions de locaux, de baby-food, de yoga, etc. Il y a des sociétés très douées qui le font. Nous, on s'intéresse vraiment sur le fond du travail. Et c'est dans cette dimension du fond du travail où, effectivement, l'étude montrait qu'il y avait une attente particulière. Et tous ces éléments-là ont fait qu'aujourd'hui, les entreprises se sont retrouvées dans un système de réorganisation, de prise de conscience, avec une nécessité qui fait loi et pour lequel il faut pouvoir réagir parce qu'on se retrouve quelque part un peu démuni, un peu sans outils, un peu sans moyens, avec une capacité de se dire mais comment je vais affronter cette vague qui nous submerge, comment je surnage par rapport à ces éléments-là, comment j'occupe le terrain par rapport à mon métier, par rapport à mes services, et surtout, comment je maintiens un équilibre et un collectif dans ces éléments, dans cette transition. Et dans une période où l'incertitude a une place assez importante et c'est d'autant plus compliqué pour les salariés de faire du télétravail ou d'aller au bureau et de ne pas savoir comment ils vont travailler demain finalement. Oui, avec des annonces successives où un coup on déconfine, un coup l'urgence sanitaire fait qu'on refavorise justement le télétravail. Donc on a une géométrie variable là-dedans qui est assez incroyable.
Là, je crois que Emmanuel Macron est censé s'exprimer mercredi. Tout le monde se dit, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que c'est? Si le président s'exprime, la dernière fois qu'il s'est exprimé au sujet, c'était pas forcément facile à entendre. Donc voilà, on a bien ces hauts et ces bas permanents qui créent justement dans une entreprise une incertitude, un collectif qui est mené au quotidien. Alors Bruno, vous nous entendez? Oui, bonjour, vous m'entendez bien vous-même? Oui, on vous entend. Alors une question Bruno, là effectivement on est dans une période d'incertitude, on voit qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont accéléré notamment le télétravail, alors que certaines entreprises y étaient totalement opposées par le passé, donc là elles n'ont pas eu d'autre choix que de le mettre en place. Certaines souhaitent même le pérenniser, mais aujourd'hui on a du télétravail, on a du chômage partiel, on a du chômage partiel de longue durée, alors qu'il y a un peu plus de mal à se mettre en place, mais qui est un nouveau dispositif. Et finalement, tous ces dispositifs ont un impact, et notamment un impact sur le lien social en entreprise. Alors la question, c'est comment on sait que ce lien social a été cassé là pendant cette crise. Quel est l'impact et comment on peut intervenir à ce niveau-là pour recréer du lien en entreprise? Ouais, moi je dirais pas que le lien social a été cassé dans cette période-là. Je dirais que le lien social a été, dans beaucoup de cas, altéré. Dans d'autres cas, au contraire, moi j'observe chez les dizaines de clients que nous accompagnons dans cette période particulière qu'il a pu être renforcé. Donc la situation est variable. Ce qui est clair, c'est qu'il a été clairement modifié. Alors à ça, à mon avis, il y a une raison principale que beaucoup d'observateurs ont notée à juste titre, qui est que les crises comme celles qu'on vit sont des révélateurs et des amplificateurs des tendances qui prévalaient avant la crise. Pour dire les choses autrement, et il y a beaucoup d'hommes et de femmes de ressources humaines dans ceux qui nous écoutent aujourd'hui, donc ils voient bien ce à quoi je fais allusion. Quand il y a une crise en général, les éléments, les signaux faibles étaient présents évidemment avant, on ne les a pas vus pour des raisons diverses. Mais à l'inverse, quand l'entreprise était bien orientée, quand la dynamique était bonne, quand l'engagement était là, des crises comme celle-ci, elles peuvent contribuer à renforcer le collectif. Donc la première chose qu'il faut partager, c'est ça, une extrême diversité de situations qui ne permet pas forcément les généralisations, les simplifications, mais au total, c'est vrai que le lien social dans l'entreprise est évidemment très challengé par ce qu'on vit. Le deuxième message que j'ai envie de partager avec vous, surtout qui semble qu'on s'oriente, encore une fois, vous l'avez dit, le président Macron va reprendre la parole vers de nouveau le retour de dispositifs très contraignants dans les jours qui viennent, en tout cas dans certaines zones. Je crois qu'il ne faut pas confondre, il faut bien le dire, bien le partager entre nous, travail à domicile en situation d'urgence sanitaire et organisation, développement du télétravail dans un mode de transformation d'organisation du travail. Pour être plus précis, il est clair que la crise qu'on a vécue a permis de faire sauter un certain nombre de tabous, de leviers et d'accélérer un certain nombre de choses, et notamment le recours au travail à domicile. On a vu que les systèmes techniques répondaient, on a vu que des réserves ou des conservatismes managériaux s'estompaient derrière la crise du sanitaire. Ça ne veut pas dire pour autant que ce qu'on a vécu est représentatif de la façon dont il faut aborder, on y reviendra plus tard si vous voulez bien, les enjeux de la transformation du travail. C'est vrai qu'il y a une accélération. J'avais moi-même, il y a 4 ans, dans le rapport que j'avais remis à la ministre du Travail, à une époque où on ne parlait pas beaucoup de télétravail, mais pointé à la fois les opportunités de la transformation numérique dans le télétravail et les risques de cette transformation, et on est en plein dedans. Ce qu'on a vécu, c'est la confirmation qu'il y a des formidables opportunités derrière cette transformation du travail, derrière ces nouveaux outils, derrière ces nouvelles façons de travailler, mais qu'il y a des risques importants qu'il faut pointer avec la même exigence. Ça, c'est chez les clients que j'accompagne, c'est vraiment mon deuxième message. Maintenant qu'on a un petit peu de recul, qu'on a vu apparaître un certain nombre de nouveaux risques, de l'isolement des télétravailleurs, de l'absence d'autonomie technologique, des enjeux d'un management qui n'aurait pas accompagné les transformations, voilà. Pointons les risques, accompagnons les entreprises, ce qui veut dire concrètement que par rapport à la négociation des accords télétravail, qui est vraiment le point d'actualité de beaucoup d'entreprises, il est important évidemment de se projeter avec la part d'incertitude de la période que l'on vit. Et donc en particulier, nous, notre recommandation, c'est par exemple des accords qui ont une durée déterminée. Ce sont des accords qui, encore une fois, se donnent des clauses de révision, parce qu'on est en train évidemment de test and learn, comme on dit en bon français dans les nouvelles technologies, dans les nouvelles approches, dans les méthodes agiles,
on est vraiment en train de découvrir un petit peu les enjeux, les potentialités, mais aussi les risques. Et je veux dire que, et c'est pour ça que je suis très heureux de faire ce webinaire avec nos amis de Witifeed, que ce qui est clé dans des périodes d'incertitude, dès lors qu'on ne peut pas projeter ce que sera la situation dans 18 mois ou 2 ans dans beaucoup d'entreprises, ce qui est absolument clé, c'est de pouvoir suivre la façon dont le corps social de l'entreprise vit ces transformations. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup travailler avec Witifeed, parce qu'effectivement, ils ont un outil assez privilégié qui nous permet à nous, qui accompagnons d'un point de vue, j'allais dire, stratégie sociale, les transformations des entreprises, de leur permettre rapidement d'être efficacement éclairés sur les enjeux de cette période singulière que l'on vit, mais qui n'est ni plus ni moins que l'accélération de tendances qui était à l'œuvre. Alors Thomas, très concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas la solution Witifeed, mais en quoi la solution Witifeed permet de répondre aux problématiques actuelles des entreprises et comment ça marche? Alors, comme l'expliquait Bruno sur deux éléments, c'est que finalement le Covid n'amène pas des choses nouvelles, mais les accélère, les met en lumière et nous donne besoin de les transformer. Et de deux, c'est effectivement de pouvoir ensuite avoir une notion d'écoute du terrain de manière à pouvoir travailler sur le fond. Et travailler sur le fond et d'avoir cette écoute terrain, c'est pas uniquement répondre à des questionnaires. Donc, la plateforme qu'on a montée sur le sujet, et après je vous l'expliquerai sur un cas très concret, et même d'autres, parce qu'on en a plusieurs, c'est que ce qui est primordial, c'est de travailler sur un indicateur qui est constitué et qui permet justement de capter un niveau de ressenti. Pourquoi je dis que c'est un indicateur qui est constitué? C'est parce que derrière, on va capter justement une notion de ressenti propre, une conséquence, et l'objectif, ça va être ensuite, en déclinant cet indicateur, de remonter aux causes et de se dire aujourd'hui, par rapport à quelque chose, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon dans l'indicateur. Ce qui permet que derrière, au travers des données, je vais pouvoir vraiment remonter sur ces éléments et mettre en place un plan d'action qui va être monitoré, pour reprendre les termes de Bruno, qui va permettre effectivement de travailler sur du mode test and learn. Et dans ces projets, effectivement, dans cette livre, l'objectif, c'est de, puisqu'on ne sait pas… Thomas, excuse-moi. Il y a pas mal d'écho. Est-ce que tu as un téléphone à côté de toi, quelque chose? Est-ce qu'il y a un autre ordinateur qui tourne en même temps? C'est possible. Bouge pas. Non. Là, c'est mieux ou pas? Là, ça va. Ça va mieux? Ouais. J'ai mis éventuellement mon téléphone en mode avion. Si c'est… Ouais. Ça va mieux comme ça? Ouais. Voilà. Bon, ce que je disais, c'est que derrière, sur les indicateurs qu'on pilote derrière, c'est justement pour permettre aux entreprises de voir ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas, et ensuite en mode test and learn, d'appliquer des actions qui vont être elles-mêmes mesurées en termes d'impact, pour pouvoir dire, dans ce projet de transformation, voilà aujourd'hui comment mon collectif digère le sujet et me permettre justement de construire et de mettre en lumière et de faire que ma transformation soit un succès. Ça permet d'intégrer l'ensemble du collectif et de voir justement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ce qui fait que justement, quand on parle de télétravail et quand on ne sait pas si effectivement c'est ou non la bonne solution, si l'accord qu'on veut mettre en place est bien ou moins bien, c'est effectivement de pouvoir justement rentrer dans cette dynamique-là, plus ou moins en temps réel, c'est-à-dire avec des temps managériaux qui permettent justement de mettre en pratique ce test and learn et d'avoir un véritable tableau de bord qui permette de dire qu'est-ce qui fonctionne de qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, c'est ça Witifeed, ça permet justement de travailler sur ça. Alors, quand on parle de transformation aujourd'hui, dans les applications qu'on a, nos clients sont venus nous chercher, et des nouveaux prospects d'ailleurs, sur ce sujet de transformation. Et le webinaire a été monté sur un projet dit de smart working, qui peut paraître un terme très, très marketing, mais les deux clients qu'on accompagne sur ce sujet-là ont une véritable besoin et un fond autour de ce projet-là. Le constat est le suivant. Pendant le confinement, il a fallu faire tourner effectivement l'entreprise et un certain nombre de choses sont remontées.
de bonnes pratiques, d'utilisation, de modes de consommation, des relations au travail, un mode de management, etc., qui pour le coup a mis en lumière de manière très forte ce qui déjà fonctionnait et fonctionnait moins bien dans le cadre de l'entreprise. Et le constat de nos clients a été de dire, si on reproduit le même modèle, on va retourner finalement on va faire machine arrière, et tant dans l'expérience collaborateur qui est toujours présente et qu'il faut qu'on puisse mettre en place pour maintenir un engagement, bien évidemment, des collaborateurs par rapport à ça, maintenir cette question qui sont posées par rapport au sens au travail, etc., il faut qu'on puisse mettre en place une nouvelle organisation du travail qui va impacter l'organisation en tant que telle, donc plus ou moins de télétravail, ceux qui n'en avaient pas qui en mettent un peu, ceux qui en avaient un peu qui en mettent un peu plus, ceux qui veulent élargir ou rétrécir, bien évidemment, mettre en place des nouveaux modes de management et de voir justement et d'apprécier comment le mode collaboratif, comment le mode de communication, comment le mode de circulation d'informations s'avère effectivement pertinent dans ces temps assez perturbés et à géométrie variable. Commence à avoir un impact autour de mon organisation du travail en tant que telle, commence à avoir un impact aussi autour de l'aménagement de mes locaux, c'est-à-dire que là où potentiellement j'avais pas de télétravail, si je mets un jour de télétravail, ça fait mine de rien 20% de mètres carrés qui peuvent être réaffectés, retravaillés, repensés, diminués, et donc des sources effectivement aussi des sources d'économie pour les entreprises, ou en tout cas d'adaptation. Et donc ce sont tous ces éléments-là qu'on va intégrer dans cet indicateur, donc un indicateur de smart working qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, et derrière d'avoir une déclinaison de sous-indicateurs et de questions qui permettent justement de se dire qu'est-ce qui fait que l'intégration de mon projet Smart Working, qui est un projet qui va durer plusieurs mois, voire plusieurs années, va effectivement être quelque chose, un levier de performance pour l'entreprise. Alors, finalement, je te coupe, Thomas, on n'est pas simplement dans le baromètre social, on est dans quelque chose de temps réel, d'interactif, et on est quasiment sur de l'évaluation permanente de l'expérience collaborateur, finalement, au global. Ouais, c'est exactement ça. Je veux dire, quelque part, aujourd'hui, le digital permet vraiment d'enlever cette notion de sondage qui était à l'époque importante, hein, parce qu'il fallait quand même avoir ce feedback, ce retour. Aujourd'hui, un des éléments ou un des impacts autour du digital dans nos métiers, qui impacte aujourd'hui et les services RH, mais aussi les organisations, c'est de pouvoir effectivement intégrer et être riche de cette information-là pour pouvoir la digérer et assez vite travailler sur le plan d'action qui sera percutant, pertinent ou pas. Mais on va pouvoir le monitorer et passer du constat aux actions et d'avoir justement la mise en corrélation de l'un et de l'autre pour savoir si oui ou non je maintiens ce que je fais. Est-ce qu'il faut que je le modifie? Est-ce qu'il faut que je l'arrête? Est-ce qu'il faut que je le propage? Et de pouvoir faire par ces boucles courtes de test and learn, d'avoir une véritable capacité de retour sur ma nouvelle organisation, mon projet, mon sujet. Donc, et de donner du feedback aux collaborateurs. Et donc, pour le coup, rentrer dans une boucle très collaborative en disant on a mis ça en place, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas pour tel ou tel type de raison, voilà où on modifie, et de voir effectivement en retour si effectivement le retour est bon. Et ça permet comme ça, de manière rapide, par petits pas et par petites boucles, de pouvoir adapter quelque chose qui aujourd'hui est flou, sur lequel on ne sait pas si ça va marcher ou non, avec effectivement des incertitudes permanentes et avec une géométrie variable qui, encore une fois, va rendre un peu plus compliqué notre sujet. Donc, ce qu'on a appelé Smart Working dans ce webinaire s'appelle aussi Future of Work. Hein, donc, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps, mais comme je le disais, nécessité fait loi, et aujourd'hui, il faut s'y mettre dans ce Future of Work. Et il faut effectivement rentrer dans une adaptation, dans une nouvelle organisation. Il faut se doter de moyens, de compétences et d'outils pour pouvoir s'adapter à ces circonvolutions qui aujourd'hui ont un impact économique très fort. Ça veut dire que là, très concrètement, tu vas me dire si je me trompe, mais pour un usage, je dirais, rapide de la solution, on pourrait inviter toutes les entreprises qui sont en train de mettre en place des accords de télétravail à utiliser Witifit pour mettre au mieux en place cet accord en sondant toutes les parties prenantes de l'entreprise, finalement.
avec des retours d'expérience, des témoignages, voilà ce qui a fonctionné, ce qui fonctionne pas, de façon à ce que la RH puisse centraliser l'ensemble des éléments, proposer des choses, avoir un avis en temps réel et donc rendre ce projet dans le cadre d'une co-construction du télétravail. C'est exactement ça, et c'est en plus, enfin, sans que tu le saches, c'est un cas d'usage aujourd'hui de nos clients. C'est-à-dire que D'accord. ils sont partis justement d'un accord de télétravail, et le but du jeu, c'est de se dire, plutôt que d'avoir un accord qui se renégocie tous les 2, 3, 5 ans en fonction des obligations et ainsi de suite, c'est de le rendre vivant, et en construction justement avec les intéressés, les collaborateurs, les managers, les IRP, d'avoir effectivement quelque chose de mouvant qui va permettre de s'adapter en fonction déjà du besoin et potentiellement, quand il y a des circonstances qui viennent percuter cette réalité de l'accord, quel qu'il soit, de pouvoir le modifier et d'en prendre les leçons et de mettre en pratique les bons usages, de meilleurs usages. Alors, j'ai une question là de Agnès, qui est une question assez fréquente sur ce type de projet, qui demande à quelle fréquence les collaborateurs sont sollicités et surtout, qu'est-ce qui fait que le collaborateur va compléter le questionnaire et donc quel est le niveau d'engagement d'une solution comme Witifit quand on la propose aux collaborateurs? Quelles que soient les solutions qu'on utilise, que ce soit Witifit, une étude diverses et variées, des solutions concurrentes, le sujet, c'est l'action. C'est-à-dire que si je prends un avis, mais que je ne fais pas derrière quelque chose, quoi qu'il advienne, je peux toujours effectivement m'accrocher pour que derrière mes collaborateurs reviennent donner leur avis, leur sujet, etc. Donc, nous, la métrique qu'on voit, c'est que le taux d'usage et le taux d'engagement et le taux de complétion dans la solution est directement lié à l'action qui en découle. C'est pour ça que la solution permet de décliner des droits d'action potentiellement jusqu'au management de proximité, de manière à démultiplier la force de frappe dans l'entreprise et permettre justement de pouvoir ajuster des modes de fonctionnement, d'organisation à la maille top management, middle management ou management de proximité. Après, dans la notion de réponse, nous, on a une conviction personnelle sur le sujet, c'est que effectivement, on a un outil digital temps réel. Ça veut dire qu'on pourrait avoir des expressions permanentes données sur le sujet. En revanche, on a bien perçu assez rapidement qu'il fallait laisser le temps managérial aux choses pour qu'elles se changent. Et qu'à un moment donné, on capte, ça permet d'avoir une priorité, une focale qui est donnée, et de travailler en fonction du besoin local ou global sur tel ou tel type de thématique, petit à petit, et de voir justement à une échéance de 1 mois, 3 mois, comment ça se passe. Quand tu dis on capte, comme tu l'as dit, la communication autour de ce type de projet et l'adhésion des collaborateurs va être impulsée par le management. Ah, ça, et Bruno en parlera encore mieux que moi sur le sujet, c'est-à-dire que la deuxième clé qui est fondamentale, c'est l'engagement des rouages que sont les managers dans cette dynamique d'amélioration continue et de permettre justement d'avoir une capacité d'écoute, de restitution et de co-construction avec le collectif que représentent leurs collaborateurs pour justement aller sur un ajustement entre stratégie et besoin, stratégie d'entreprise et besoin d'équipe pour que les deux se réunissent et aillent chercher la meilleure synergie et la meilleure performance ensemble. Alors, il y a Jamila qui pose une question. Effectivement, je suis salarié, je renseigne, je réponds à la question du jour, par exemple, ou au sujet qui est traité actuellement par mon entreprise. Qu'est-ce que j'ai moi comme retour, comme feedback en tant que collaborateur? Alors, si la question s'adresse par exemple typiquement sur Witifit, on a deux interfaces sur Witifit. On a une interface de restitution pour le management qui va prendre anonymement et qui va permettre de restituer globalement les informations. Mais le collaborateur a sa propre interface aussi, sur lequel il va pouvoir prendre du recul et voir effectivement ce qui aujourd'hui il aime, il n'aime pas dans son quotidien. Et il y a toute une capacité justement de pouvoir exprimer des propositions, des idées interreliées avec le monde de l'entreprise dans lequel la personne vit au quotidien, de manière à pouvoir être acteur de son futur. Et à partir de là,
y compris les actions qui sont déployées. Donc là, vous le voyez dans un illustratif, dans le cartouche en haut à droite, vous voyez action 2. Chaque collaborateur va voir justement le mouvement et va pouvoir analyser lui-même et donner le résultat de l'action qui a été déployée. Je déploie du télétravail, ma raison, 2 jours par semaine. Est-ce qu'effectivement, c'est compatible avec ma réalisation au quotidien dans mon équipe? Et à partir de là, si on fait une action et qu'on modifie, chaque personne pourra voir, au terme de l'action, pourra s'exprimer sur effectivement, ça a amélioré notre réalisation du télétravail ou notre organisation parce que derrière, on a fait ça ou ça. Les réponses sont confidentielles ou les salariés sont identifiés quand ils répondent? Non, non, non. Le postulat de base, c'est que de toute manière, l'anonymat, entre guillemets, permet une expression libre, délie les langues et qui est une véritable expression saine. Alors, d'ailleurs, que ce soit vis-à-vis de la direction ou vis-à-vis de réseaux d'influence, hein, ça veut dire qu'à un moment donné, le but du jeu, c'est qu'on traite ces problèmes, on les met de manière collective et la restitution, c'est la restitution d'un collectif. Donc, ça permet effectivement à la maille d'une équipe ou d'une entreprise de voir les sujets qui comptent et d'adresser les sujets qui comptent. Donc, dans Witify, vous n'allez pas répondre à une question un jour, vous allez répondre à une globale de questions qui va permettre de déterminer justement les priorités et les sujets sur lesquels l'équipe a besoin d'aller. Ça marche. Bruno. Oui. Ouais, Bruno, quels sont selon toi les... Là, on a un postulat, bon, on est en période de crise, il faut s'ajuster, etc. C'est quoi finalement les grands enjeux de demain en matière d'organisation du travail? Est-ce qu'ils ont réellement changé déjà, ces enjeux? Moi, j'en vois, encore une fois, ils sont en train de changer. Le nouveau paradigme est en train de se faire. Il ne va pas se faire intégralement en situation d'urgence sanitaire et en même temps, il commence, j'allais dire, les grandes tendances à se dégager. Donc, quelles sont ces grandes tendances? La première, c'est, vous l'avez dit, je trouve que c'est une des caractéristiques. Je participe à beaucoup de webinaires, mais je trouve que celui-là a une caractéristique effectivement intéressante, c'est qu'on parle organisation du travail. Autrement dit, la première des caractéristiques, c'est qu'on ne vit pas une nouvelle forme de travail en télétravail qui s'opposerait à l'ancienne forme en présentiel. On vit une nouvelle organisation du travail qui comportera des moments en présentiel et des moments de télétravail. Et donc, c'est bien un ensemble, j'insiste lourdement, il faut penser et concevoir en complémentarité et l'équation gagnante des clients qu'on accompagne, c'est ceux qui ont compris ça et qui ne disent pas 2 jours en télétravail ou 3 jours en télétravail et X jours en présentiel, mais qui construisent une semaine ou une approche en termes de temps de travail à partir évidemment de cette vision intégrée. Quels sont les moments qui requièrent de la concentration, qui requièrent un certain nombre d'isolements? Ce n'est pas la même chose entre un informaticien et un financier, par exemple, ou un manager. Quels sont les moments qui requièrent au contraire du collectif, de la collaboration? Et en fonction de ça, évidemment, vous allez déterminer l'organisation du travail. Donc ça, c'est le premier message, c'est peut-être le plus important par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Le deuxième message que j'ai envie de partager, il tourne autour des enjeux de productivité. J'ai souvent entendu dire qu'en télétravail, la productivité avait été maintenue, voire accélérée, et puis on a été un peu surpris de voir qu'au mois de juillet, dès qu'ils ont pu, les managers, certains dirigeants ont dit retour au travail. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il y a 2 éléments qu'il faut vraiment analyser. Le premier, c'est qu'il y a la productivité individuelle et sous certaines réserves, fort bien développées par Thomas, elle peut être maintenue en situation de télétravail, voire améliorée lorsque les conditions sont remplies pour qu'on puisse travailler, plus se concentrer, être moins dérangé. Et puis, il y a la productivité collective. Et celle-là, si le télétravail n'est pas intégré dans une vision globale du travail, qui permet par exemple de regrouper les équipes, d'organiser des moments de collaboration, elle est gravement affectée, je pèse mes termes, gravement affectée par un télétravail qui n'est pas organisé. Mais cette productivité collective, qui est liée à l'équipe, qui est liée à l'accueil du jeune, qui est liée au renseignement, au fait qu'il y a une dynamique collective qui s'instaure sur un plateau de travail qu'on n'a plus forcément en télétravail, cette productivité collective, on ne la mesure pas à l'instant T. C'est pour ça qu'à mon avis, tout ce discours que j'ai entendu de la part de très grandes entreprises sur le thème « je bascule tout le monde en télétravail » ou tous ceux qui peuvent, etc. Pardonnez-moi l'expression, elle est un peu directe, mais c'est des conneries. La réalité, c'est qu'il faut une organisation du travail qui prévoit ces moments de vie collective, ces moments plutôt centrés sur du présentiel, en tout cas du regroupement physique d'équipe, et puis des moments de télétravail qui permettent une meilleure concentration, soit à domicile,
soit sur les fameux tiers-lieux sur lesquels beaucoup d'entreprises sont en train de penser. Ça, c'est le premier message sur penser organisation du travail. Le deuxième message, Thomas l'a dit, mais je le vis tellement dans les entreprises aujourd'hui, c'est celui du management et de l'accompagnement des managers. Oui, le développement du télétravail et de l'organisation du travail requiert une évolution lourde et importante des postures managériales. En résumé, pour aborder cette question, j'allais dire, de l'évolution des postures managériales, d'où l'importance des outils comme Outifit, c'est clair, il faut passer d'un management qui a encore été souvent basé sur le command and control, la présence physique d'un collaborateur pour un temps déterminé sur place, et la relation managériale s'interrompait avec le départ physique du collaborateur et elle reprenait avec son retour en situation de travail, à cette nouvelle organisation de la relation managériale qui suppose évidemment qu'on ne fait pas de la présence sur un lieu déterminé le cœur de la relation managériale. Et demain, ma conviction, c'est que le management, la relation du salarié à son manager, du salarié à l'entreprise va évoluer vers une relation qui n'est pas basée sur la présence en un lieu déterminé pendant une période déterminée, mais qui va être lieu à un accord, à une délégation, à la réalisation d'une prestation pendant un temps déterminé, j'allais dire, dans une période déterminée. C'est très important pour moi parce que justement, d'un management basé sur la présence sur place, et donc l'interaction entre le manager et le collaborateur, un management basé, comme on dit en bon français, sur le delivery, sur la réalisation d'une prestation dans un délai déterminé, ça suppose évidemment qu'entre le manager et le salarié s'organise une relation de confiance, une relation d'autonomie qui permet au collaborateur d'avoir plus de flexibilité dans l'organisation de son temps de travail et au manager, encore une fois, de changer de posture et d'être dans l'accompagnement du collaborateur, dans la capacité à réaliser une prestation. Ça pose évidemment… Dans le job qu'il devrait avoir depuis toujours, en fait. Oui, mais en même temps, c'est une nouvelle façon de travailler. Encore une fois, on vit une rupture du contrat de travail tel qu'elle s'exerçait jusqu'à présent. Mais c'est vrai que beaucoup d'entreprises, beaucoup de ceux qui vous écoutent vivent déjà cette relation-là. C'est-à-dire, en gros, la relation avec un manager, c'est quelqu'un qui te fait grandir dans une relation de confiance et qui préserve ton autonomie. À l'inverse, les syndicats pointent les risques de cette situation parce qu'on n'est pas dans un monde angélique. Et on voit très bien comment le fait de confier une prestation à un collaborateur isolé en télétravail peut conduire à des excès en termes de charge de travail. Donc, le corollaire de cette nouvelle posture managériale, de cette évolution, c'est effectivement les enjeux de suivi de la charge de travail. Et c'est pour ça que Outifit est important. On ne va pas mesurer à chaque instant la charge de travail, mais par contre, le ressenti du collaborateur, avoir des outils de qualité qui permettent de sentir une équipe dans telle situation connaît une pointe et exprime à travers un outil comme Outifit une certaine insatisfaction par rapport à la charge de travail. Oui, ça fait partie des incontournables demain de cette nouvelle relation managériale vers laquelle on va. Donc, en résumé, penser tout ça comme une nouvelle organisation du travail sans opposer le présentiel au télétravail. À titre d'illustration, j'accompagne des clients qui intelligemment sont en train de revoir les espaces en présentiel pour en faire, en termes d'espace de travail, des lieux beaucoup plus conviviaux, beaucoup plus collaboratifs que les anciennes open space bruyants sur lesquels il était extrêmement difficile de se concentrer. Vous voyez bien, c'est toute une dynamique. Il ne s'agit pas seulement de récupérer des mètres carrés. Tant mieux si les entreprises font des économies de mètres carrés quand on voit le coût du poste de travail en région parisienne et son taux d'occupation d'avant-crise qui est inférieur à 50%. Mais à l'inverse, il faut absolument réinvestir une partie des économies qu'on va faire dans la construction de ces lieux présentiels. Il faut des applicatifs qui permettent de manière très simple, de cliquer quand on veut être en télétravail, d'avoir un dialogue avec son manager extrêmement simple et de savoir qui est présent au bureau tel jour à tel endroit. Ces applicatifs, ils existent, les solutions technologiques sont là. À l'inverse, si vous ne le faites pas, eh ben moi, je vois beaucoup de managers aujourd'hui qui craquent. Pourquoi ? Parce que le suivi sous tableur Excel du télétravail, c'est une corvée insupportable. C'est-à-dire que le manager qui avait déjà peu de bandes passantes, il en a encore moins s'il doit passer son temps à fournir des reportings pour savoir qui est en télétravail, qui ne l'est pas sous Excel. Je m'arrête là, mais pour dire que le triangle magique, c'est repenser l'organisation du travail, y compris les espaces de travail, y compris les espaces de travail résidentiels. C'est deuxième élément, repenser le management et l'évolution du manager. Et puis trois, progressivement, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de solution miracle, développer tout ça, non pas dans une vue globale, systématique, comme si l'entreprise était unique, mais en regardant par activité, par métier, par situation aussi. Les jeunes collaborateurs en région parisienne souffrent beaucoup du télétravail parce qu'ils n'ont pas les mêmes conditions que les cadres supérieurs. Parce que derrière tous ces enjeux, leur suivi, c'est des enjeux de prévention de nouvelles fractures à l'intérieur de l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises industrielles qui nous écoutent aujourd'hui dans lesquelles le télétravail n'est tout simplement pas possible pour toute une part de la population.
attention à ces nouvelles fractures. Et pour pouvoir les anticiper, les gérer, y répondre, il faut des outils. C'est pour ça que j'étais si content d'organiser ce webinaire aujourd'hui avec des partenaires ou un prestataire comme Outifit, parce que si vous allez au télétravail avec une vue aussi imprécise que de notre avenir à 18 mois, 2 ans dans la crise qu'on vit, sans outils de suivi et de mesure, vous avez quand même de très fortes chances de vous planter. Alors justement, j'ai Ghislaine qui nous pose une question, qui nous dit, mais finalement, proposer aux collaborateurs d'exprimer leur ressenti via un outil n'appauvrit-il pas les relations managériales directes? Non, parce que ça ne sature pas la relation. Évidemment que l'outil est là pour identifier des situations anormales. Vous savez, il y a un syndrome que moi j'ai beaucoup observé qui s'appelle l'isolement du télétravailleur. Quand vous êtes en télétravail et que vous ressentez des difficultés parce que vous n'avez pas forcément l'autonomie, c'est pas évident de prendre vos téléphones pour appeler votre manager et confier la difficulté. Donc l'outil, il est là pour créer les conditions, j'allais dire, de l'organisation d'un échange, mais il ne substitue à aucun moment à l'échange entre le manager et le collaborateur. Avant, vous aviez une équipe, et c'est ça qu'il faut reconstituer, y compris à distance. Vous aviez un collectif qui aidait le collaborateur en difficulté, qui aidait à la phase d'apprentissage quand il y a changement de métier ou quand il y a intégration dans l'entreprise. Ce collectif-là, d'abord, il faut le reconstituer à distance, c'est quand même pas évident. Et en attendant qu'il soit reconstitué, il est absolument impératif de donner au manager des outils qui vont lui permettre de détecter ces situations et, j'allais dire, d'aider à l'expression de la nouvelle relation entre le collaborateur et le manager. C'est exactement ça. C'est que je vous mentirais en vous disant que le Witifit va remplacer le management. Et d'ailleurs, il ne doit pas remplacer le management. C'est un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire que les facteurs humains, c'est compliqué. Nous sommes des animaux compliqués. Nous fonctionnons avec des drivers tous différents. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir s'exprimer en fait dans Witifit, pour ne parler que de notre outil, c'est que ça permet de donner une cartographie au manager de comment va son équipe sur les sujets qu'il veut piloter, de manière à pouvoir être riche de cette information et de pouvoir justement s'adapter par rapport à la situation et de mener tel ou tel type d'action. Après, effectivement, le fait de pouvoir implémenter les actions dans Witifit va lui donner encore une richesse complémentaire, c'est de savoir si oui ou non ce qu'il a fait avec l'équipe va fonctionner, d'où le test and learn, etc. Mais pour arriver à ça, il y a cette notion de posture qu'évoquait Bruno. Il y a le fait de dire, à un moment donné, ça ne vient pas me remplacer, mais ça vient me doper, ça vient m'augmenter en termes de capacité, pour justement tenir compte de tous ces éléments qui viennent nous percuter en permanence pour avoir le bon management. Parce que derrière, ceux qui produisent, je pense que tous les managers en sont conscients, ce sont les équipes, ce sont vraiment les équipes. Et dans la posture managériale, au travers notamment d'un sujet comme le Future of Work ou le Smart Working, c'est aussi le positionnement du top management vers le management de proximité et ainsi de suite, et être beaucoup plus bottom-up que top-down. Chacun a un rôle et il y a une circulation comme ça d'informations très, très forte à avoir. Il y a Agnès qui... Excuse-moi, il y a Agnès qui demande si ces outils ont un sens dans une PME de 200 collaborateurs. Alors, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, je pense que l'outil est modulable. Et c'est très juste que moi, une des inquiétudes que j'ai sur tout ce qu'on se dit là, c'est la situation d'entreprise de petite taille. C'est vrai que moi, j'ai installé Witifit et contribué à faire choisir Witifit dans des entreprises de 5 ou 6 personnes, dans des univers aussi différents qu'une radio, qu'une très grande entreprise, qu'une mutuelle, etc. Dans des entreprises de 200 personnes, je crois qu'il faut, et tu y répondras, il faut une forme évidemment appropriée parce qu'il y a tout un enjeu de proximité qui est déjà assez couvert correctement dans une entreprise de 200 personnes. Par contre, offrir un espace d'échange qui permet de faire remonter un certain nombre d'informations qu'on n'aurait pas forcément spontanément, encore une fois, ça reste pertinent. Mais l'outil, encore une fois, il est tout à fait modulaire. Et c'est vrai que dans des entreprises de 200 personnes, il y a une vraie proximité entre le dirigeant et les collaborateurs, dans lesquelles il n'y a pas toujours une médiation syndicale, etc. On n'est pas du tout dans le même univers que des entreprises de plusieurs milliers, voire de plusieurs dizaines de milliers, comme j'ai eu l'occasion de le faire dans d'autres entreprises. Moi, je pense que j'ai une petite expérience d'une vingtaine d'années dans les ressources humaines et j'ai pu travailler avec différents types d'entreprises. J'irais même plus loin. Moi, je pense qu'à partir de 50 salariés, le dirigeant ne connaît pas ses 50 collaborateurs. Et on a rarement le ressenti de tous les collaborateurs. Donc, pour moi, l'outil a de la valeur pour n'importe quel type d'entreprise.
Je dirais qu'à partir de 50 collaborateurs, il est quasiment utilisable. Parce que effectivement, les collaborateurs ne vont pas venir taper à la porte de leur manager pour leur dire bah, j'en peux plus d'être dans un 18 mètres carrés à Paris en télétravail. Donc je pense qu'il y a un intérêt pour toutes les entreprises. Et nous, on avait fait un sondage il y a 2 ans justement sur l'utilisation des baromètres sociaux, hein, là, plus basiquement en entreprise. Et il y avait à peine 20% des entreprises qui sondaient leurs collaborateurs. Et en contrepartie, elles n'avaient pas cette capacité, de toute façon, via leur manager, à collecter de l'information. Donc, tout simplement, elles ne s'intéressaient pas au sujet. Il y a quand même un point qui est important en France qu'il faut soulever, c'est que de toute façon, en général, les entreprises réagissent à une situation. On n'est jamais dans l'anticipation. Donc, un outil comme Witifit va permettre d'anticiper et de traiter des problématiques. Alors qu'en général, les entreprises sont plus attentistes et vont répondre, je ne sais pas, à un suicide, vont répondre à une vraie problématique de RPS dans l'entreprise, vont répondre là maintenant à une problématique, il faut mettre en place le télétravail. Et ce dont ont besoin les entreprises, c'est des solutions qui leur permettent d'avoir un pilotage en temps réel et en continu. Je pense que Thomas, Witifit, c'est pas un outil qu'on va utiliser en one shot pour une problématique. Non, surtout pas. Voilà. C'est marrant ce que tu dis parce que ma première expérience, je l'ai menée dans un cabinet de conseil. Et quand je suis arrivé, j'étais le 8e ou 10e collaborateur. Et quand j'en suis parti, le cabinet faisait une centaine de personnes. Et quand j'en suis parti, le dirigeant que j'aimais beaucoup m'a dit la croissance, c'est bien, mais il a sorti ce chiffre-là, il a sorti 50. Au-delà de 50 personnes, j'avais plus de contact avec mes collaborateurs parce qu'il a fallu que je prenne un cran. Et donc, j'avais des managers sous moi qui géraient des équipes et j'avais une croissance à gérer et ainsi de suite. Et donc, je passais à autre chose. Et donc, à la question, est-ce que Witifit peut servir pour des boîtes de 200? D'abord, on a des clients de 200. On a même notre plus petit client à 80 personnes sur le sujet. Et ça sert, alors peut-être moins aux managers de proximité parce que les équipes sont plus petites, mais ça sert justement aux dirigeants pour voir où va son entreprise, où va son bateau, de manière à pouvoir adapter avec son COMEX la trajectoire. Et effectivement, comme on n'est pas une solution dit one shot, mais qu'on est une solution qui permet justement de travailler sur ces éléments en continu, c'est fondamental de pouvoir le faire. Et ces entreprises en plus, on dira plus modestes que les grands groupes, ont aussi des vocations et ont des croissances aussi parfois plus importantes. Et en même temps, quand elles perdent 1, 2, 3 collaborateurs parce que les personnes n'en peuvent plus, ça a un impact direct sur le sujet. Et donc, c'est vraiment se prémunir d'un risque court terme, moyen terme, long terme, que de travailler justement sur le suivi de son capital humain. Et donc, nous, c'est vraiment ce sujet-là, c'est de donner une capacité de piloter le capital humain et d'embarquer le plus possible, le plus durablement possible, son effectif. Ça ne veut pas dire qu'on aura un turnover nul, hein. Il faut du turnover, il faut du 109, il faut tout ça. Mais c'est capitaliser le plus et avoir le plus d'alignement entre la tête et les jambes dans une trajectoire quelle qu'elle soit. Il y a une question qui a été posée sur la GPEC, je la trouve intéressante. Ouais, j'allais rebondir dessus justement, Bruno, parce que ça me faisait rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait que beaucoup d'entreprises faisaient l'erreur de construire le télétravail par rapport à dire bah, tu viens 2 jours, tu repars 3 jours, etc. et ne le mettaient jamais en relation avec bah, finalement les métiers, les compétences. Est-ce que ce métier-là est plus propice à faire du télétravail ou a besoin de plus de temps de calme, etc. Voilà. Moi, je rebondis là-dessus. D'abord pour dire qu'effectivement, l'analyse par activité, par métier, est une des dimensions, j'allais dire, de la nouvelle organisation du travail qui est importante. Et c'est vrai que l'outil GPEC permet aussi d'anticiper un certain nombre d'enjeux de renouvellement. Le deuxième élément qui est derrière la GPEC, c'est que la GPEC, il y a un formidable enjeu de rééquilibrer entre le E et le C de GPEC. Tout le monde le sait, la GPEC est un outil traditionnellement porté par la fonction RH, très centré sur des référentiels emploi, souvent très lourds, très compliqués, qui n'ont pas forcément, je le dis de manière assez directe, un grand impact sur les métiers, sur les activités. Et l'enjeu, évidemment, des GPEC modernisés, c'est de passer vers un outil plus léger, centré non pas sur l'emploi, mais sur les compétences, avec les outils qui vont avec. Et dans les compétences, évidemment, il y a tout cet enjeu de compétences internes à l'entreprise, mais de compétences de plus en plus qui seront externes à l'entreprise et qui, pour autant, peuvent être assez stratégiques.
Donc, on voit bien que des outils de suivi qui permettent, encore une fois, de qualifier par activité de manière extrêmement souple, la manière dont on vit un certain nombre d'adaptations, dont on vit la transformation d'entreprise, peuvent être des outils extrêmement précieux, notamment autour de la problématique des soft skills, que sont les qualités comportementales que l'on prête à mon entreprise ou pas. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune se sent bien ou pas? On voit bien que pour orienter le pilotage du C de GPEC, notamment dans la dimension soft skills, c'est un point important que d'avoir ce type d'outil. Donc, il n'est pas directement un fabricant de GPEC, soyons clairs, il y a pas d'ambiguïté là-dessus, c'est un référentiel de compétences ou de management, mais à l'inverse, le suivi qu'il va autoriser du ressenti des collaborateurs peut venir nourrir une démarche GPEC. Et je le dis aux RH qui sont présents, hein, la GPEC dans sa version traditionnelle, c'est vraiment le type d'outil qui aura du mal à résister à la transformation du travail qu'on a. Quand je vois la façon dont un certain nombre d'accords GPEC sont reproduits d'année en année, centrés sur l'emploi et pas sur les compétences, assez hermétiques aux enjeux métiers, n'embarquant pas les enjeux de compétences externes à l'entreprise, voilà. J'ai un message assez critique sur la GPEC telle qu'elle est pratiquée encore massivement aujourd'hui par des DRH trop traditionnels. Il faut que notre GPEC s'adapte aussi à la réalité des nouvelles façons de travailler, à la réalité de l'entreprise de demain. Et de ce point de vue, ce n'est pas gagné, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un lien évidemment avec la qualité d'outils de suivi comme ceux d'outils. Ouais, c'est vrai que la GPEC ancienne version avec des référentiels statiques revus tous les ans ou tous les 2 ans n'a plus aucun sens. Et effrayant. De la même façon que Witifit, aujourd'hui, le marché propose des solutions de GPEC collaboratives et en temps réel, qui sont, à mon avis, des solutions qui sont les solutions du moment. Absolument. Pour un certain nombre de questions que j'ai pu voir, c'est vrai que malheureusement, là, en l'instant, je ne pourrais pas répondre à tout, etc. Mais globalement, sur les questions qui se posent, oui, c'est anonyme et cet anonymat, il est géré parce qu'il y a un minimum sur lequel il n'y a pas de remontée d'informations, c'est-à-dire 5, sachant que c'est un curseur qu'on ne baissera nous jamais et vous pouvez augmenter en termes de paramétrage. De 2, oui, ça s'adresse à du 200 ou à du très grand groupe. Le plus grand groupe qu'on ait aujourd'hui, c'est Thales. Voilà, on a peu ou prou, on a tout Thales. Donc voilà, on sait développer, mettre en place dans les grands groupes aussi pour les questions qui se posent. En termes de secteur, on va couvrir aussi bien de l'industrie que du retail, que du commerce, que du secteur public, etc. Donc le point commun, en fait, ce sont des entreprises qui ont voulu se doter effectivement de capacités de gérer différemment. Mais on est bien sur du soft skills et de l'utilisation d'une stratégie RH qui s'inscrit justement dans une autre façon de faire et en mode test and learn pour avoir justement cet apprentissage, parce que c'est un apprentissage, et de rentrer justement en adaptation plus agile sur ces éléments-là. Voilà. Super. Est-ce que Bruno, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, je voulais simplement, je sais qu'il y a beaucoup de DRH ou de gens qui accompagnent la réflexion ressources humaines, je voulais simplement partager avec vous le fait qu'on vit l'une des périodes à la fois les plus excitantes, c'est-à-dire une accélération du transformation du travail. Moi, qui l'observe depuis des dizaines d'années, j'ai rarement vécu une accélération aussi rapide. 2, dans un univers qui n'a jamais été aussi incertain, notamment ce qu'on vit aujourd'hui avec la crise. Donc tout ça requiert de notre part des enjeux d'adaptation, d'innovation, d'agilité importantes pour reprendre la place qu'on n'aurait jamais dû perdre dans le pilotage des entreprises, c'est-à-dire une place centrale à côté de la direction générale pour justement permettre à cet actif, à ce capital humain de trouver toute sa place, et c'est l'une des clés de la sortie. Et les entreprises qui gagneront, c'est celles qui l'auront compris avec une fonction projetée à travers des nouveaux outils, et puis il y a celles qui resteront un petit peu dans le tradit avec les risques associés. Voilà. Alors, si vous avez, il y a pas mal de questions auxquelles on n'a pas répondu. Là, je vous mets à l'écran directement l'email de Thomas que vous pouvez contacter chez Witifit, qui se fera le plaisir de répondre à vos questions et de vous faire une démonstration de la solution. Thomas, un petit mot de la conclusion. Je trouve qu'aujourd'hui, on a une opportunité forte parce qu'on en a besoin de pouvoir mettre en avant de nouveaux process et de nouvelles façons de travailler qui sont en tout cas en lien avec les demandes des collaborateurs et des entreprises.
À la question, est-ce que ce seront meilleurs? J'en sais rien. Je ne sais pas encore si effectivement ce seront des meilleures façons de faire, etc. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'aujourd'hui, les attentes ont besoin de nouveaux modes de fonctionnement. Il faut pouvoir le mettre en place pour avoir effectivement cette notion d'expérience collaborateur, cette satisfaction des besoins en termes de management, d'écoute, de collaboratif, etc., qui sont éminemment importants, qui certainement donneront lieu à des éléments plus négatifs sur lesquels il faudra réagir. Si je prends par exemple le télétravail, et Bruno l'a dit de manière subliminale, mais le télétravail, c'est une solution, mais on sait que derrière, ça augmente le stress. Parce que derrière, il y a une capacité justement à avoir une charge et être complètement focalisé et à plus savoir prendre la respiration, aller aux toilettes, à la machine à café, discuter, etc. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, on est hyper chargé. Donc, c'est un élément qu'il faudra inévitablement bien suivre, encore mieux suivre qu'auparavant. Donc, je ne sais pas ce qui sera meilleur. En tout cas, les attentes sont ailleurs. Et aujourd'hui, on a cette capacité avec le secteur, l'environnement et les moyens de pouvoir rendre beaucoup plus de nouvelles attentes et de répondre aux besoins des collaborateurs qu'on n'en a jamais eu auparavant. Et vous, fonction RH, vous êtes les premiers à avoir cette capacité de pouvoir passer ces messages-là aux entreprises, aux dirigeants, parce qu'ils ont besoin effectivement aussi de votre éclairage et de votre appui pour changer et rentrer dans cette dynamique d'évolution. Écoutez, on a fait une bonne heure là d'échange. Donc effectivement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Je vous réinvite à contacter Thomas sur le sujet. Bruno, je vous remercie pour votre présence ce matin et votre éclairage. Merci. Thomas, je te remercie. Et puis, par rapport à la GPEC, là, j'ai mis effectivement, on a un sujet qui peut peut-être intéresser nos amis RH qui aura lieu jeudi à 13h30. On a un webinaire qui est dédié avec un retour d'expérience d'harmonie mutuelle. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon déjeuner. Hein, il est 13h. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci Thomas, merci Bruno. Merci, Au revoir. merci Bruno. Merci. Bon appétit à tous. Au revoir.